Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux d'être ici dans le cadre du sommet de l'élevage. Donc nous sommes dans la grande halle de Cournon. On va voir les ambitions de l'Europe pour l'élevage en compagnie d'Anne Sander. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes députée européenne, les Républicains, le groupe PPE. À ma gauche, Jérémy de Serle. Bonjour Jérémy. Bonjour. Député européen, éleveur et député européen pour le groupe Renew. Alors, Jérémy, avant de parler d'Europe, on va parler de la France. Bruno Le Maire a fait des annonces. Lesquelles et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Bruno Le Maire était attendu donc, en tant que ministre des Finances et donc est venu parler de fiscalité agricole et puis aussi de la question autour du carburant agricole et notamment du GNR. Et donc, les annonces sont en tout cas plutôt positives pour le monde agricole, à la fois sur la partie fiscalisation pour éviter ou enrayer la décapitalisation qu'on connaît en élevage. Il y aura des mesures pour justement favoriser les agriculteurs et surtout ne pas les pénaliser pour ceux qui justement garderaient leurs animaux dans leurs exploitations. Et puis sur la partie GNR, il a aussi expliqué que tout ça serait lissé jusqu'en 2030 et donc il n'y aurait pas de pénalité directe pour les agriculteurs et que tout ça se ferait aussi, tout ce qui serait prélevé sur cette taxe autour du GNR reviendrait aussi au monde agricole. Donc c'est des annonces plutôt bien reçues. Donc ça veut dire quelque part, si on garde son troupeau, on ne sera pas pénalisé, voire peut-être incité. Et de l'autre côté, par rapport au GNR, il y aura à l'euro près, je crois, le fait de récupérer, mais sur un pas de temps supérieur. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment ce dont ont besoin les agriculteurs. En tout cas, on n'aurait pas pu supporter des choses qui n'aillent pas dans ce sens-là. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Alors maintenant, on va parler à l'échelle européenne. Est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste pour l'élevage, Anne? Bon, alors moi je dirais on est vraiment à la croisée des chemins avec au Parlement européen un certain nombre de textes depuis 4 ans maintenant, notamment dans le cadre du pacte vert qui, je le rappelle, a été décidé avant le Covid et avant la guerre en Ukraine, sans tenir compte de ces éléments. Et donc pendant 4 ans, eh bien, il y a eu de nombreux sujets d'inquiétude avec des propositions risquant de mettre en mal la production agricole et l'élevage en particulier. Que ce soit des textes purement agricoles ou que ce soit des textes également liés à la santé. Et je dirais, après 4 ans, il y a une véritable prise de conscience, je le pense, au niveau européen. Nous avons aussi connu le départ du commissaire Timmermans, qui mettait une pression très forte sur le monde agricole, et puis un certain nombre d'élections dans les États membres qui ont fait prendre conscience aux députés européens et à la Commission européenne qu'il fallait rééquilibrer la balance. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la balance a totalement basculé du côté de la production agricole et de l'élevage, mais en tout cas, les choses sont en train de changer. Il y a une prise de conscience et je sens un Parlement européen qui est vraiment situé au point d'équilibre. Et comme je suis optimiste, eh bien, je vais vous dire qu'on va continuer à se mobiliser à travers un certain nombre de textes qui sont aujourd'hui sur la table des négociations pour que le Parlement balance vraiment pour des politiques en faveur de l'élevage. On a tous les textes qui vont arriver, qui sont en discussion, notamment qui montrent que l'agriculture et l'élevage aussi jouent un rôle essentiel dans la transition, dans le maintien de biodiversité. Je pense par exemple au carbon farming ou à d'autres textes. Mais il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, il faut qu'on continue à se mobiliser dans ce sens. Alors, Jérémy, optimiste ou inquiet ou pessimiste, en sachant qu'il y a aussi des faits qui montrent que les pays se désengagent de l'élevage. Et on peut citer, ce qui est mal compris en France, l'exemple des Pays-Bas avec la décapitalisation forcée. Alors, c'est vrai que l'exemple des Pays-Bas, au-delà de nous faire peur, nous attrister parfois, doit en tout cas nous faire prendre conscience que les trajectoires qui avaient été celles des Pays-Bas et qui justement étaient un peu basées sur malheureusement la surproduction, montrent un peu ses limites. Et ça veut aussi dire, parce que je suis tout aussi optimiste que Anne, je pense que ça veut aussi dire et montrer qu'on doit s'appuyer sur le modèle agricole européen, qui est divers, mais je veux dire sur
sur la typicité, qui est quelque chose de plutôt basé sur la qualité, plutôt que sur la production à outrance. Et donc, voilà, on doit continuer à défendre ce modèle-là. Et là où je rejoins totalement Anne, c'est que je crois qu'au Parlement européen, en tout cas, il y a une certaine prise de conscience sur les enjeux agricoles, bien sûr, qui se révèlent aussi à cause ou grâce, parce que c'est plutôt bon pour l'agriculture, mais grâce à la guerre en Ukraine, on sent qu'on a besoin, en tout cas il y a une majorité qui évolue pour dire on doit sauver et défendre l'agriculture. Et je le redis, pourquoi c'est indispensable? On a la chance en Europe d'avoir l'agriculture et l'alimentation la plus belle, la plus sécurisée, la plus contrôlée, la plus sérieuse au monde. Et ça doit évidemment nous engager, nous pousser, nous obliger à protéger tout ça. Et notre travail, celui d'Anne, le mien, celui d'autres, c'est aussi de convaincre un maximum de monde, un maximum d'acteurs, tous les décideurs européens, sur le bien fondé d'essayer d'être pragmatique sur les différents sujets, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient en matière de bien-être animal. Nous avons une agriculture européenne et bien sûr on est ici en France, donc française d'excellence. Ça mérite, elle mérite d'être protégée et ça veut dire que les décideurs européens, quels qu'ils soient, doivent aussi s'imprégner un peu des problématiques et des solutions à trouver pour protéger l'agriculture. Mais Anne, un de vos confrères que j'ai reçu, le député européen Benoît Vito, que vous connaissez, sur TV Agri, à votre place, expliquait hier que peut-être l'agriculture allait être sacrifiée sur l'autel des élections européennes 2024. Sacrifiée? Alors, pour des raisons électoralistes du plus grand nombre. Grosso modo, l'agriculture pèse peu et qu'on peut facilement faire des accords contre l'agriculture. Pardon. Écoutez, je ne le crois pas. Déjà, je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de députés européens qui sacrifient l'agriculture à travers les décisions qu'ils prennent au quotidien. Et le groupe des Verts, des écologistes, a une véritable responsabilité dans ce sens-là. Alors, nous appartenons, Jérémy et moi, à des familles politiques différentes, mais je crois que nous sommes mobilisés, contrairement à d'autres familles politiques, pour défendre l'agriculture européenne, qui est une agriculture d'excellence. Pour les prochaines élections européennes, moi, je ne crois pas que l'agriculture soit sacrifiée, parce que je crois que l'enjeu de sécurité alimentaire et l'enjeu aussi de sécurité énergétique est devenu essentiel dans un contexte aujourd'hui où l'inflation est très présente dans l'ensemble des pays européens et en particulier en France. La question du pouvoir d'achat sera, à mon avis, un sujet essentiel. Et forcément, quand vous parlez pouvoir d'achat, eh bien, vous parlez aussi des normes, de ce qu'on impose au monde agricole. Et nous devrons aussi avoir un débat pour savoir ce que nous voulons, quel type d'agriculture. Et moi, l'agriculture que je défends aujourd'hui et l'alimentation, c'est une alimentation qui puisse s'adresser à tout le monde. Alors, j'entends la montée en gamme, les gens qui nous disent qu'il faut beaucoup plus de bio. Mais je crois qu'il faut d'abord assurer la sécurité alimentaire à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut leur assurer un accès à l'alimentation et moi je préfère qu'elle soit européenne et française plutôt que de se tourner vers une agriculture produite ailleurs dans le monde sans que nos normes soient respectées. Donc je pense que tous ces sujets-là, il faudra les retrouver pendant la campagne. Alors je ne doute pas du tout que la souveraineté alimentaire ait pris un nouvel essor avec les crises, mais c'est vrai que par exemple les clauses miroirs, on les attend encore, et l'accord avec la Nouvelle-Zélande a l'air de montrer qu'on n'a peut-être pas fait tout le chemin. Je crois qu'il faut être assez lucide et prudent sur la manière dont on commente ou communique sur les clauses miroirs. Effectivement, ça apporte pas tout du jour au lendemain, mais le chemin qu'on a fait, parce que voilà, on a été nombreux aussi à le défendre, le chemin qu'on a fait sur la réciprocité dans le commerce, on ne peut pas le mettre sous le tapis. Et effectivement, en Europe, on est dans une Europe
qui a eu plutôt tendance à ce niveau-là à être un peu plus libéral et donc à justement ne se soucier des fois que trop peu de ce que ça pouvait impacter, ce que ça pouvait avoir comme impact sur l'agriculture. Et maintenant, on doit avoir une manière de faire dans notre politique commerciale un peu plus attention justement à la réalité agricole, à la réalité alimentaire et donc à notre sécurité alimentaire. Et il y a tout un tas d'intérêts à aller s'implanter dans tout un tas de zones du monde parce qu'il y a des intérêts géopolitiques nouveaux avec la guerre en Ukraine, mais si on va s'implanter dans d'autres zones du monde avec du coup la variable d'ajustement qui sera l'agriculture, c'est pas bénéfique. Donc ça, c'est à nous aussi de le faire comprendre. Et permettez-moi, parce que vous avez parlé de Benoît Biteau qui était là, vu qu'il est venu faire de la politique ici, on peut se permettre d'en faire aussi, qui était là pendant que nous autres, on était en train de voter au Parlement européen, parce que notre place, elle est quand même au Parlement européen. Ça ne nous empêche pas de faire des kilomètres pour venir voir les éleveurs, avec, à mon avis, un peu plus de sincérité que celle que Benoît Biteau peut avoir pour les éleveurs. Et donc, je sais qu'il est aussi venu raconter qu'on avait voté pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande, sans vraiment savoir ce qu'il vote. Il va annoncer des choses comme ça ici à Cournon. C'est mal nous connaître qu'on ne lui réponde pas. Et donc voilà, je lui réponds aujourd'hui que c'est bien beau de dire des mensonges comme ça à tour de bras devant les éleveurs. Je pense que Anne ou moi, on sait très bien ce qu'on défend là-bas. Et donc, sur l'accord Nouvelle-Zélande, on prendra des positions qui seront claires, qui seront assumées. C'est sûrement pas Benoît Biteau qui doit nous donner des leçons en la matière. Bon, alors, c'est vrai qu'on a vu peut-être les tensions politiques, on a vu les tensions commerciales qu'il peut y avoir sur les accords internationaux. Et puis, il y a les tensions sanitaires. On est quand même, avec le réchauffement climatique, et la MHE le montre, à l'aube peut-être de sérieuses inquiétudes pour l'élevage. C'est vrai que les crises sanitaires, elles se développent, il y en a de plus en plus, ce qui nous oblige, nous aussi, à investir plus massivement dans la recherche, dans l'innovation. Et puis, je crois très clairement aussi qu'il faut accompagner un certain nombre de transitions. Mais la clé, c'est vraiment ça. Recherche, innovation et accompagnement des éleveurs en cas de difficulté. Jérémy, vous confirmez que l'Europe aujourd'hui a bien pris la mesure de ce qui se passe sur le plan sanitaire ? Pour pouvoir confirmer qu'elle ait bien pris la mesure, il faut que ça se traduise en actions concrètes. Je pense que l'Europe sait réagir un peu plus vite sur ces sujets-là, voilà, autour notamment de la partie avicole. Le vaccin les vaccins qui arrivent, c'est aussi par une prise de conscience européenne, mais qui a fallu pousser à un moment donné, qui n'arrive pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Mais voilà, c'est peut-être des choses sur lesquelles, effectivement, l'Europe réussit à être plus réactive. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment intérêt à ce qu'on agisse sur les questions agricoles. Ça peut pas être que sur la PAC où on essaye de travailler en commun sur tous les sujets qui gravitent autour de l'agriculture. On doit essayer d'avoir une réponse commune pour justement être plus puissant, avoir plus de moyens et du coup agir plus efficacement. Et sur sur des maladies comme est en train d'arriver et va peut-être toucher un peu de manière solide et peut-être un peu désastreuse, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne faut pas non plus être catastrophiste, jouer le catastrophisme, mais voilà, on doit apporter une réponse européenne et on doit aussi éviter de se tirer la bourre avec l'Italie, avec tous les autres pays avec qui on commerce. Il faudra qu'on travaille ensemble pour ne pas pénaliser l'élevage et pour ne pas surtout encore mettre le couteau sous la gorge aux éleveurs. Alors vous savez, le dernier point, Anne Sanders sera la dernière question, il y a aussi la baisse de la consommation qui peut arriver. Il y a un bruit résiduel important des partis de gauche notamment. Et même Fabien Roussel, hier, disait « Moi, je suis pro-barbecue ». Enfin, très clairement, il marque sa différence par rapport à d'autres partis. C'est tout le bruit de fond contre le fait de s'alimenter avec des produits carnés. Aujourd'hui, est-ce que l'Europe pourrait envisager une campagne de communication en faveur de la consommation de viande ? En tout cas, il faut continuer à se mobiliser très fort sur ce sujet-là et il faut mieux informer le consommateur. Sur la question de la consommation de la viande,
Je crois que les derniers chiffres montrent que la consommation est plutôt stable, mais que notre production diminue. Et c'est là tout le danger. Et là aussi, il faut montrer aux consommateurs que... Mais aujourd'hui, le consommateur, de plus en plus, s'approvisionne de viande venant du reste du monde. Et là, il faut que le consommateur soit informé et le choix à travers l'étiquetage et sache d'où vient cette viande qui parfois coûte moins cher et n'est pas du tout produite dans les mêmes conditions d'élevage, dans les mêmes conditions sanitaires. Et puis, il y a un autre point sur lequel il faut communiquer. Parce que j'entends des députés européens, y compris français, nous dire qu'on peut baisser la consommation, qu'on peut baisser l'élevage, tout simplement, que ce n'est pas un problème. Mais ces mêmes députés soutiennent la viande de laboratoire, le lait de synthèse. Moi, ce n'est pas le modèle agricole, ce n'est pas le modèle de consommation que je défends, mais aujourd'hui, le consommateur n'est pas informé du risque, voilà, de ce qui peut se passer derrière. Et puis évidemment, l'élevage, c'est l'enjeu aussi de nos territoires. L'élevage qui fait vivre, d'un point de vue économique, de très nombreux territoires, tous les produits sous IG, etc. Donc là aussi, sous signe de qualité, c'est la force de nos territoires et l'élevage y contribue. Et puis, dernier point, l'élevage, c'est aussi du maintien de biodiversité, c'est le maintien de nos paysages. Et ça aussi, je crois que le monde agricole, plus que dans le passé encore, doit arriver à communiquer dessus pour que nos concitoyens soient bien informés. Jérémy, une toute dernière réaction pour finir. C'est un peu dissonant. Un député LFI, Damien Mauduit, dit et veut lancer l'interdiction de viande importée pour les collectivités, pour les appels d'offres. Bonne ou mauvaise idée? J'aurais tendance à dire directement que c'est une mauvaise idée parce qu'elle vient de chez LFI. Après, je pense qu'il faut, sur ce sujet-là, encore une fois, il faut être le plus pragmatique possible, regarder, faire les constats. Il y a aujourd'hui... que 2%, je réagis un peu à la question tout à l'heure de Anne Sander aussi, il n'y a que 2% aujourd'hui, ou un peu plus, de la population qui est végétarienne. Il faut aussi relativiser la chose. Et donc, c'est sûrement très bien d'interdire la viande qui vient de l'étranger, mais s'ils ne font pas la promotion de la viande qui vient de France, ça ira pas non plus. Et donc, on a plutôt tendance à entendre des députés LFI cracher et montrer du doigt l'élevage français. Oui, mais là, mais avec cette idée, plutôt une bonne idée. Mais c'est plutôt bien, mais sauf que faut que ce soit suivi des faits avec des non-réactions sur comment on fait l'élevage en France, parce que je pense, et je le redis là au salon, quand on voit cette magnifique vitrine de bêtes avec des jeunes éleveurs, des moins jeunes aussi, mais qui ont su transmettre justement cette passion et cette volonté de faire des produits de qualité, ça, tout le monde n'est pas capable de le défendre correctement, et encore moins les LFistes. Jérémy de Serles, Anne Sander, merci beaucoup d'être venu ici sur notre plateau télé pour défendre les ambitions de l'Europe en matière d'élevage. Et surtout, merci à vous.